L'enregistrement est en cours. Donc, allons-y. Notre objectif ce soir, c'est d'aborder dans ce format table ronde la question des livres adaptés. Donc l'édition adaptée, ça consiste en la création de contenus ou l'aménagement de contenus existants pour les rendre accessibles à des utilisateurs ayant des besoins spécifiques. Cela peut prendre des formes variées, en papier, en audio, en numérique. Et aujourd'hui, on propose d'échanger sur cette démarche d'adaptation de contenus pour les publics 10, mais pas que, et sur les spécificités de certains de ces contenus. Pour échanger sur cette question, je suis bien entourée avec plusieurs intervenantes. Donc Muriel Couélan, qui est directrice des éditions Rajo et qui va pouvoir nous présenter notamment la collection Flash Fiction, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Bonjour Muriel, merci de nous rejoindre. Et également mes collègues donc Manon Delceau et Laure Zuber, qui sont respectivement responsables de production et chefs de projet de développement chez Mobidis et qui pourront vous expliquer en quoi ça consiste. Et donc Mobidis, qui est donc l'éditeur des ressources Sondo et Bibliodyssée, que pas mal de personnes, je pense, parmi vous connaissent. Voilà, donc ça nous fait un beau panel d'intervenantes. Pour ma part, donc Estelle Daïra, certains d'entre vous me connaissent déjà. Ce soir, j'interviendrai en tant que modératrice. Et le reste du temps, je m'occupe du déploiement des ressources et du suivi des abonnés sur Sondo. Je me permets juste de couper les micros pour éviter les effets de son. Et donc, pour lancer ce webinaire, je vous propose comme première question pour Muriel, peut-être de nous présenter la collection Flash Fiction et voilà globalement l'activité autour de cette collection. Merci beaucoup. Je vais essayer de partager mon écran. J'ai combien de temps à peu près pour faire ça? Je peux en parler. Sinon déjà dans les grandes lignes en 2-3 minutes pour commencer et puis on je peux quand même partager mon écran là ou bien sûr. Oui. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Donc merci. Je vais donc essayer de faire cette manipulation. Voilà. Tout à l'heure ça marchait. Ah voilà. Voilà. Je vais. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Oui. Oui. Voilà, donc la collection Flash Fiction, elle va avoir 10 ans l'année prochaine et on en est très fiers. C'est une collection qu'on a pensée pour les lecteurs en panne. On dit ça, les lecteurs en panne, je ne sais pas comment. C'est-à-dire que des lecteurs qui avaient des difficultés de lecture, que ce soit des difficultés un peu physiques, disons liées à la dyslexie ou d'autres troubles 10, mais aussi des lecteurs qui n'aimaient pas trop lire et qui avait besoin de textes qui ne soient pas trop impressionnants. Donc, c'est pour ça que la longueur des ouvrages était très importante pour nous. Et donc, voilà, on a conçu cette collection. Donc, je pourrais vous en parler un petit peu plus en détail avec des auteurs connus, des grands auteurs, et puis des adaptations de maquettes. Là aussi, je pourrais rentrer un petit peu plus en détail par la suite. Et aujourd'hui, en fait, on a 24 titres en 8-12 ans, avec plein de genres différents, plein d'auteurs différents également. Et puis, on a ensuite développé le 12 ans et plus, et là, en se concentrant vraiment sur le polar et le thriller. Et là, maintenant, on a donc 6, on a une dizaine de titres en 12+. Donc, voilà. Est-ce que ça suffit ou est-ce que j'en dis un tout petit peu plus sur les aménagements qu'on a fait ou peut-être ça dans un deuxième temps peut-être ça donne déjà un bon aperçu et je reviendrai après sur la question du type d'adaptation qui sont proposées. Merci. Ok, super. Et donc pareil, petite question d'introduction pour Laure et Manon, donc sur peut-être en particulier qu'est-ce que le format Frog qu'on propose chez Mobidis et quelles sont les activités de Mobidis globalement en termes de livres adaptés. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Nous, on a créé le format Frog que certains et certaines d'entre vous connaissent. Frog pour Free Your Cognition, qui veut dire, oui, mon accent, qui veut dire soulager l'effort cognitif. Donc, on propose en fait des livres d'éditeurs. On ne crée pas de contenu. Donc, on a notamment des livres Rajo, mais dans un format adapté
et adaptable à tout profil de lecteur. Donc au départ, nous, c'était plutôt pour les troubles 10 et puis, au fur et à mesure de l'utilisation et des tests qu'on pouvait faire, on s'est rendu compte que ces adaptations pouvaient être utiles pour d'autres, types de lecteurs, notamment les allophones ou les petits lecteurs, par exemple. Et en fait, bonjour tout le monde. Je voudrais compléter sur le fait que notre format Frog, il est surtout, réalisé, en numérique, puisque quand ça a été, lancé, c'était au moment du lancement du format EPUB 3 et ce format permettait, d'inclure, un certain nombre de nouveaux outils, objets, donc de l'audio, de la vidéo, de l'interaction et donc ça nous a permis de nous, on y a vu un intérêt. C'était justement de pouvoir inclure dans le livre numérique, un certain nombre, une quinzaine d'adaptations finalement, qui permettraient finalement au lecteur, de paramétrer son livre en fonction de ses besoins. Et comme la dyslexie prend plusieurs formes, et des intensités, assez différentes. C'est bien cette variabilité qui nous intéressait, et justement l'interactivité du numérique, permettait juste ça. C'est-à-dire qu'on pouvait dans le livre actionner, une option, qui aiderait un lecteur, alors qu'un autre lecteur choisirait une autre option, qui le soulagerait plus dans sa lecture. Très bien, merci et alors, finalement là on répond déjà un petit peu à la question, que j'avais ensuite qui était sur la démarche à l'origine du projet. Donc, Laure, tu disais justement, à la fois l'aspect, le technique de la possibilité de le faire avec, le format. L'expression de besoin sinon, elle venait d'où? Et j'aurais effectivement la même question d'ailleurs pour Muriel, si peut-être il y a eu au départ des besoins qui ont été exprimés par certaines, personnes ou institutions? En l'occurrence, à l'origine, pour Moby, c'était, une orthophoniste qui, déplorait d'avoir à, préparer, ses supports, pour chacun de ses patients, et à chaque fois devoir changer puisqu'à chaque patient, ça pouvait être quelque chose de différent et donc à la fois ça, donc ce qui était, finalement beaucoup de temps et puis elle déplorait également le fait qu'il y ait très peu de supports, adaptés, très peu de livres et notamment, soit pour construire ses séances, mais également pour permettre, aux patients de continuer, son travail de lecture avec un travail, enfin, une lecture, on va dire soulagée, et de pouvoir, continuer en dehors des séances. Donc, finalement que ce travail, de compensation, et donc après aussi de remédiation puisse se faire dans le temps et pas seulement uniquement, de façon, aussi, en pointillé que, avec les séances d'orthophonie. Donc voilà, donc c'est effectivement ce que j'ai déjà dit, l'arrivée de l'EPUB 3 a permis, de se dire: finalement on pourrait, concevoir un livre numérique qui englobe, un certain nombre d'outils inspirés justement des pratiques, orthophoniques, mais en permettant justement de composer ou d'activer en fonction de ses besoins. D'accord, merci. Et donc Muriel, un petit peu même question sur, l'origine de la collection Flash Fiction. Est-ce que justement c'était en réponse à des besoins exprimés, par certains publics? Oui. En fait, oui, ça vient d'un peu d'un constat du terrain. Moi, avec mon équipe, on va souvent rencontrer les enfants dans les écoles, dans les collèges, etc. Et en fait, il y a 10 ans, on disait tout le temps, le décrochage de la lecture, il s'effectue à l'adolescence, vers 12 ans, quand les enfants accèdent au smartphone, aux réseaux sociaux, etc. Et nous, en fait, sur le terrain, on voyait bien d'autres choses. On voyait bien que les enfants, il y en avait plein qui n'accrochaient pas. Enfin, c'était pas qu'ils décrochaient pas, c'est qu'ils n'accrochaient pas. Ils savaient lire techniquement, mais ils ne lisaient pas, et qu'il y en avait de plus en plus qui étaient dans ce cas-là. Et que souvent, en fait, leur premier réflexe, c'était vraiment ce côté « oh là là, c'est trop long », quand ils voyaient un livre très paginé, etc. Et donc, on a commencé à se poser plein de questions sur comment aider les enfants. Et puis parallèlement, il y avait beaucoup d'études qui montraient qu'il y avait un enfant sur 10 à peu près pouvait avoir des troubles de 10, de différentes
forme. Donc, voilà, on a commencé à se poser des questions sur comment on peut les aider. Nous, on publie que du roman chez Rajo, donc c'est le plus difficile qui soit à lire, en fait, le roman. Et donc, on voit bien que les statistiques de la lecture baissent, et donc on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut aider les enfants pour leur favoriser l'entrée dans la lecture? Donc, c'était vraiment un questionnement qu'on avait tout le temps. Et puis, donc on voyait bien que sur le terrain, voilà, il se passait il y avait des difficultés. Et en fait, je ne sais plus quand, il y a voilà, 12 ans, peut-être 13 ans, enfin, j'avais rencontré une maison d'édition qui s'appelle Barrington Stoke, qui est une maison d'édition écossaise. Bon, maintenant, elle a été rachetée par un gros groupe, mais c'était une maison indépendante, et donc en Écosse, et qui travaillait que sur les enfants, ce qu'on appelle en Angleterre les reluctant readers. Et en fait, ce que j'avais aimé dans leur approche, c'est que justement, ils allaient vers ces lecteurs-là, les lecteurs qui étaient atteints de troubles 10, mais aussi les autres. Et donc, ils avaient tout réfléchi à comment on pouvait travailler envers ces lecteurs, qu'est-ce qu'on pouvait leur proposer comme texte. Et donc, on a repris pas mal de choses. En fait, on s'est inspiré un petit peu de ce qu'ils faisaient, ce que faisait cette maison. On a travaillé aussi un petit peu avec eux, notamment au début. On leur a acheté des textes de grands auteurs. Et c'est comme ça que, voilà, on a trouvé un peu une solution chez eux à des constats qu'on faisait sur le terrain. Donc ça, c'est à la fois ces expériences de terrain qui nous ont amené à nous dire qu'il y avait un sujet, et puis en regardant ce qui se passait dans d'autres pays aussi, de voir d'autres expériences, ça nous a aussi inspiré pour finalement lancer notre collection. Et aujourd'hui, on achète un peu moins à cette maison, parce qu'on est arrivé à un rythme de croisière aussi. Et on crée beaucoup de textes avec des auteurs français. Enfin, ça était le cas dès le départ, mais là, aujourd'hui, on n'achète plus, et on crée vraiment nos nouveautés. Donc, voilà, ça a été le point de départ de la collection. D'accord. Très intéressant. Et est-ce que justement vous pouvez nous montrer un petit peu le type d'adaptations qui ont été sélectionnées et qui sont présents dans les livres de la collection, et donc j'imagine en lien avec ce que faisait cette autre maison-là? Alors, il y a eu, on s'est inspiré donc d'un certain nombre de choses qu'ils faisaient, mais on a aussi travaillé avec une orthophoniste, une formatrice en orthophonie au moment du lancement de la collection. On travaille aussi tout le temps, les textes sont relus par une orthophoniste, donc ça nous a aussi donné des informations. On s'est beaucoup aussi inspiré de ce qui se faisait en Bretagne sur tout ce qui est facile à lire. En fait, on était dans des ateliers, on a rencontré voilà, des médiathèques, on a rencontré des gens qui travaillaient sur le facile à lire en Bretagne, et notamment on a fait des ateliers avec des jeunes, et qui nous ont donné aussi plein de petits conseils, enfin plein de petits retours d'expérience. Ça nous a aidé également. Donc je vais repartager mon écran, comme ça vous allez voir ce qu'on a fait concrètement. Hop, je repartage, c'est bon, je pense. Oui. C'est ce que voilà. Donc déjà, peut-être un petit mot quand même sur les auteurs avec qui on a travaillé. Nous, on ne leur donne pas beaucoup de contraintes. On leur demande de créer des bonnes histoires, parce que c'est surtout ça qui est important, c'est d'avoir une bonne histoire qui va accrocher le lecteur. Donc c'est pour ça qu'on ne travaille jamais avec des auteurs débutants sur cette collection, mais toujours avec des auteurs très, très expérimentés, comme Suzy Morgenstern, Christian Grenier, par exemple. Et ce qu'on leur donne juste, c'est un calibrage, donc un nombre de signes voilà, sur leur manuscrit. On leur demande de faire des chapitres courts si possible, des cliffhangers à la fin de chaque chapitre, et puis pas de flashback. Ça, c'est les flashbacks, c'est très très compliqué pour les lecteurs 10, mais aussi pour tous les lecteurs qui ont du mal. C'est très difficile de se repérer dans une lecture avec des flashbacks, donc juste une intrigue linéaire. Et donc, voilà, au début, c'est juste ça, ils n'ont pas grand-chose d'autre comme contrainte, et après, il va y avoir une relecture avec une orthophoniste qui va revoir un petit peu certains mots et tout ça, mais j'en dirai un mot après. Donc,
Ce qu'on a fait, donc, après tous ces constats qu'on avait pu faire, toutes ces inspirations du terrain, de cet éditeur écossais, des discussions avec les orthophonistes, etc. Donc, on a choisi une typographie adaptée. Donc ça, vraiment, c'est un peu la base de tout ce qui est pour les 10. Mais nous, on réfléchissait toujours un petit peu en se disant, si ça convient pour les 10, ça va aussi, et si ça aide les 10, ça peut aussi aider les enfants qui ont des difficultés à lire. Et c'est un peu, on se dit toujours, qui peut le plus, peut le moins. Mais je pense que, j'étais dans une autre intervention l'autre jour, et quelqu'un disait, ce qui est bon pour la marge est bon pour la majorité. Et c'est vraiment cet esprit-là. Donc, on a choisi une typographie adaptée aux dyslexiques, mais on n'a pas, à l'époque, c'était la grande mode de l'Open 10. En fait, nous, l'Open 10, on n'aimait pas trop parce que c'est une typo qui est très marquée, qui n'est pas du tout courante dans des ouvrages et qui veut dire tout de suite, toi, tu as la typo vraiment un peu moche, pardon si tes gens aiment cette typo, mais la typo très marquée pour les 10, un peu pour ceux qui ne sont pas très forts en lecture. Donc, nous, on a préféré cette typo Sassoon Infant qu'on trouve plus élégante et qui pourrait très bien, qui convient pour les 10 parce que justement, il n'y a pas les lettres en miroir, il y a un certain nombre de choses qui pas d'empattement, etc. Donc, qui facilite la lecture. Mais c'est une typo qui pourrait aussi fonctionner dans un livre pas pour les 10, en fait. Donc, c'était un peu son élégance, son côté littéraire qu'on aimait bien. Et on a choisi cette typo. Et ça, on sait que c'est vraiment une grande aide pour les lecteurs. Et puis, il y a les espaces, l'égalité des espaces homogènes entre les caractères, donc entre les lettres et entre les mots. Ça, c'est très, très important. Vraiment, les études montrent que ça, c'est vraiment essentiel pour les lecteurs qui ont des difficultés, c'est de bien pouvoir identifier les mots. Et donc ça, du coup, pour avoir ces espaces-là, c'est des espaces homogènes, ça veut dire qu'on ne justifie pas le texte à droite. Et ça, pour un auditeur, c'est un peu une petite révolution parce que, en fait, les éditeurs, nous, on aime bien quand les textes, ils sont bien, ils rentrent dans la page et tout ça. Enfin, c'est toute une éducation à revoir parce que c'est pas du tout ce qu'un éditeur fait normalement. Et en fait, ça, il faut vraiment ça, c'est très, très important pour ces lecteurs-là. Et puis, pareil, de la même façon qu'il faut que les lettres, les mots soient séparés de la même distance, pareil, sur les interlignages, on a réfléchi pour que les interlignages soient les mêmes, sauf quand il y avait des dialogues, où là, on séparait beaucoup plus, que le lecteur sache qu'il est dans un dialogue et non pas dans la suite du texte. Donc, ça, c'était vraiment des choses qui sont très importantes. On a aussi, là, c'était des retours des ateliers sur la mise en page. Là aussi, c'est pareil, on est un éditeur, il aime bien mettre les illustrations à droite parce que quand on ouvre le livre, on tombe sur les illustrations directement. L'œil, il est porté vers la page de droite. Or, pour des lecteurs 10, ça peut être embêtant parce que surtout, notamment s'il y a d'illustrations, s'il y a du texte en dessous, il ne va pas du tout la voir, il va sauter cette page. Donc, on a mis les illustrations à gauche et de manière systématique pour que le lecteur il sache où étaient les illustrations ou le texte. Et puis, il y a cette question du fond couleur c'était un peu la mode à l'époque de mettre un fond de couleur un peu jaune pour éviter des très gros contrastes et limiter le stress visuel. Alors ça, finalement, on a retravaillé, on a continué de travailler avec des orthophonistes et ça, c'est les études ne prouvent pas que ça aide les lecteurs 10, mais ça ne peut pas faire de mal et ça peut aider certains autres lecteurs en limitant le stress visuel, en apaisant un peu l'œil que d'avoir ce contraste très fort entre le blanc et le noir. Donc, voilà, c'est pas prouvé que ça aide les lecteurs 10, mais ça peut quand même être un accompagnement intéressant pour d'autres lecteurs. Donc, c'est une source de confort, finalement, pour la lecture. Donc voilà, et des petites choses comme ça, comme présenter les personnages au début du texte pour que le lecteur il sache qui fait quoi. Voilà, les images, j'en ai parlé, les fonds. Et voilà, je vous parlais donc le texte non justifié, puis ces sauts de lignes importants entre les paragraphes pour bien montrer qu'il y a un passage d'un paragraphe à l'autre, et les dialogues pour bien se repérer, savoir qui parle. Parce que ça aussi, c'est pas facile pour un lecteur qui n'est pas un grand lecteur, qui n'a pas l'habitude de lire, et encore plus fort, a fortiori pour les lecteurs 10, mais de se repérer dans le savoir d'identifier le locuteur. Donc voilà, après,
D'autres choix, sur le lexique, on ne dit pas qu'il faut que des mots très faciles que le lecteur connaisse, c'est pas tellement ça, parce que le principe de la lecture, c'est d'apprendre aussi des mots grâce au contexte. Mais par contre, on ne met pas 3 mots difficiles dans la même phrase ou dans un paragraphe. Enfin, voilà, on essaye de faire en sorte que ça soit... Et ça, c'est vraiment la relecture de l'orthophoniste qui nous aide là-dessus. Et comme je disais tout à l'heure, cette structure linéaire. Donc là, on voit, par exemple, notre orthophoniste, donc sur un texte Mila et Leloup, par exemple, qu'on a publié, donc elle fait pas mal d'interventions. Après, c'est l'auteur qui décide, mais généralement, il accepte ces interventions. Quand il y a quand l'auteur se laisse aller vers trop de métaphores ou de la poésie un peu, par exemple, dans le bleu liquide du ciel, ça c'est trop difficile. Donc, ça, elle propose de l'enlever, par exemple, le mot liquide. Quand il y a des mots trop difficiles, de voir comment on peut les expliquer. Tout un tas de petits détails qui sont importants et qui vont aider aussi, qui vont faire en sorte que les enfants ne s'arrêtent pas. On ne va pas les bloquer leur lecture, en fait, parce qu'il y aurait trop de mots qu'ils ne comprendraient pas. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on a travaillé sur la collection. D'accord. Et c'est les adaptations qu'on a faites. Donc, il y a, je crois que c'est un peu tout. Et après, après, il y a donc ce qu'on fait d'emblée, et puis après, ce retravail assez fin avec l'orthophoniste. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Effectivement, ça donne une idée un petit peu des grandes lignes d'adaptation. Nous, effectivement, dans les choses qu'on va faire dans les livres, dans les adaptations de livres chez Mobidis, il y a des choses, je pense, qui se recoupent, notamment ce qui concerne l'espacement entre les caractères et le fait de ne pas justifier le texte, qui est un gros morceau. Est-ce que, Laure ou Manon, vous pouvez revenir un petit peu justement sur le travail de sélection des adaptations qui sont proposées dans les livres Frog et l'intervention d'acteurs externes justement dans l'élaboration de ces adaptations? Laure, c'est à toi. Il fallait que je décroche mon micro. Voilà. Ce que je vais juste en profiter justement pour remontrer peut-être un livre Frog, même si je suppose que notre auditoire connaît. Alors, hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Voilà, et donc on est sur finalement un livre. Donc si j'enlève le livre peut se présenter sans adaptation, et dans ce cas-là, on inclut le texte en justifié, et si on active une barre d'outils qui est la barre d'outils Frog, alors à ce moment-là, on dispose d'un set d'une quinzaine d'outils. Donc si je l'ouvre complètement, on va avoir des outils qui vont aider à l'attention, donc des changements de police. On n'en met que 3 pour pas avoir trop de choix à faire, mais donc il y a l'OpenDis parce qu'elle est très connue, mais finalement nous on préfère des polices bâtons qui sont assez simples. Là pour l'instant c'est majoritairement IAL, on étudie d'autres polices potentiellement. On a des aides au déchiffrage, au décodage, on a des outils qui sont plus pour des aides à l'attention. Donc la fenêtre de lecture, c'est typiquement un outil utilisé en orthophonie pour focaliser l'attention sur ce qu'on lit. Des lignes alternées pour repérer, évidemment, justement, la ligne et savoir alterner et ne pas relire à chaque fois les mêmes lignes. Et puis, un gros travail que l'on fait aussi, c'est sur les unités de sens, c'est-à-dire les groupes de mots qui font sens. On a repris un terme qui est utilisé chez les linguistes, qui est la RES, et donc c'est finalement pour inciter le lecteur à lire ensemble tout un groupe de mots, pour qu'il se fasse une image mentale qui lui permette de représenter ce qu'il lit, et ça va l'aider finalement à la compréhension. Et en complément de la compréhension, on a également un dictionnaire qui va reprendre un petit peu comme vous le disiez Muriel,
des termes. Donc nous, on ne change pas du tout les mots des livres, donc on va repérer dans le texte les mots sur lesquels il peut y avoir une ambiguïté ou une difficulté ou une polysémie qu'il va falloir aider. Et donc, parce qu'on aura activé un outil, l'option dictionnaire, on aura des mots qui sont soulignés et que l'on peut, sur lesquels on peut cliquer pour avoir un pop-up qui va te dire donner une définition simple, en contexte, pas du tout encyclopédique, mais c'est juste pour avoir rapidement le sens et ne pas décrocher de sa lecture et continuer et poursuivre sa lecture. Et puis on a également voilà ce qu'on appelle les définitions implicites, c'est-à-dire le fait de, heu, indiquer, sur des pronoms, notamment ou certaines expressions, un implicite, qu'on pourrait avoir, du mal à comprendre et à décoder. C'est une grosse difficulté des dyslexiques et donc sur un certain nombre de pronoms, pas partout, à certains endroits, on peut avoir perdu l'information de qui on parle, de quoi on parle et donc à ce moment-là, on a la possibilité de lire. Donc voilà, toute cette barre d'outils, on permet de combiner les différentes options. On peut changer, également le contraste. On a la règle de lecture qui permet un peu comme les règles qui sont utilisées en orthophonie, de bien, suivre ce qu'on dit. Voilà, donc tout ce set d'outils, est proposé dans chaque livre à disposition du lecteur, sachant qu'on a choisi autant que possible une simplicité et l'idée, c'était aussi que le lecteur puisse découvrir par lui-même, heu, les outils, tâtonner et le faire dans le courant de sa lecture. C'est pas tout un paramétrage qu'il fait en amont et déconnecté. Il avance et puis il peut actionner à un moment donné ce qui lui va. Sachant que j'ai oublié un élément qui était important, c'était l'audio. Un audio qu'il peut avoir de façon, ponctuelle, sur, une raise en cliquant dessus, il a un audio. Là, on l'a pas ton audio parce que c'est dans ton casque, je pense, mais voilà, en tout cas, Et de toute façon, j'arrive jamais à le partager. Ouais. vous avez bien l'audio qui se lance normalement. Et il y a la possibilité également d'avoir ce qu'on appelle le suivi audio, c'est le fait d'avoir une lecture en continu, un peu comme un karaoké, un éclairage des RS, des unités de sens, au fur et à mesure où elles sont en arrêt. Voilà. Et précisons, notamment parce qu'on a en plus des personnes qui font la narration des livres dans le public, que ce sont des personnes qui enregistrent les livres et c'est pas de la synthèse vocale. Et merci Laure de nous avoir montré un petit peu ça. Et donc par rapport à l'origine des outils, donc tu as mentionné le fait qu'il y avait des choses qui venaient justement des pratiques orthophoniques. Est-ce que après c'est des choses qu'on a testées avec certains centres? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu là-dessus sur Oui. l'implication d'autres acteurs dans le développement de ce format? Tout à fait. En fait, dès le départ, on avait créé un prototype, que l'on a tout de suite, testé, fait des expérimentations, notamment dans des, classes adaptées ou dans des CESAD, pour avoir leur retour, pour pouvoir, affiner, voir ce qui fonctionnait ou fonctionnait pas, prendre différentes options. On a aussi pas mal, consulté, l'état de l'art, en termes de recherche, pour voir si, sur certains aspects, il y avait des choses qui étaient préconisées, notamment par exemple la taille des unités de sens, quel était l'empan visio-attentionnel que pouvait avoir le lecteur. Donc nous, ça nous a permettait d'affiner et de caler, un certain nombre de ces options. Et puis, donc dès le départ, il y a eu vraiment des expérimentations et puis après, au fur et à mesure, régulièrement, on peut être amené à quand on va par exemple tester une nouvelle option, un nouvel outil, et bien vérifier, sur le terrain que, ce que l'on a conçu, est correct. Et on a également fait intervenir des experts en UX. Par exemple, quand on a changé la barre d'outils, pour, avoir, des préconisations sur, ce qui était le plus, fonctionnel, le plus intuitif, à la fois d'un point de vue pratique informatique, numérique quoi, mais également, sur la positionnement dans la page, ce qui gênera pas. Donc là, il y a la problématique aussi des orthophonistes qui nous demandaient qu'il y ait pas trop, qu'on réencombre pas trop la page, mais que l'on garde quand même des repères. D'accord.
Merci, merci Laure. Donc là, on a plutôt parlé du comment dire, du contenu, des types d'adaptation. Oui, merci, Manon qui explicite, le fait que l'UX, c'est le fait de parler d'expérience utilisateur, sur les outils numériques. Et alors peut-être une question maintenant un peu plus sur le type de texte. Alors Muriel, vous l'avez déjà un petit peu abordé sur, pour le coup, la création de contenu, qui est la création des contenus pour la collection Flash Fiction. Pour le coup, chez Mobidis, on adapte des contenus existants. Donc peut-être Manon, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels livres sont choisis pour être adaptés, selon quels critères? Voilà. Oui. Oui, donc en effet, on reprend des textes qui existent déjà, on ne crée vraiment pas de contenu. Donc on va aller chercher des titres chez les éditeurs. Je crois qu'il y a un chat qui miaule. Chez les éditeurs, donc on va négocier les droits d'adaptation avec les éditeurs. Et pour choisir quel titre on va leur demander, il y a plusieurs critères. Donc déjà, on va s'inspirer du programme scolaire, tout simplement, puisqu'il y a des ouvrages qui doivent être lus en cours. Donc ceux-là, on va vouloir les adapter. On va aussi avoir des recommandations de professeurs, par exemple, qui aimeraient vraiment avoir tel titre à étudier en cours et qui aimeraient pouvoir l'avoir en version adaptée. On a aussi les ouvrages donc prescrits par l'Éducation nationale, mais ça va avec le programme scolaire. Et on a aussi les programmes du bac, enfin le programme bac, donc c'est toujours scolaire, mais ça me tient à cœur de dire qu'on a les titres du bac au maximum en tout cas. Et à côté de ça, on essaie aussi d'avoir un mélange de titres, donc ceux qui sont plutôt dans le scolaire et qui sont vraiment prescrits, et les lectures pardon, plutôt plaisir. Donc ça va être, on va les choisir selon éventuellement des recommandations, des demandes. Si on nous demande 10 fois le même livre, on se dit: «Bon, ça peut être bien d'y jeter un coup d'œil». On sait aussi qu'il y a des genres qui sont un petit peu à la mode. Par exemple, en ce moment, c'est pas mal la romance et le fantastique. Donc on va aller un petit peu plus vers ça, par exemple, en ce moment. Et puis, ouais, on essaie vraiment d'équilibrer entre les 2, puisqu'il faut quand même que son dos aide en cours, mais encourage aussi la lecture à la maison. Donc si on prescrit que du Molière et du Maupassant, peut-être que ça va pas forcément inciter à lire pour le plaisir, alors que des titres vraiment actuels, ça peut davantage attirer les adolescents et les enfants. On a aussi, Muriel, vous en avez parlé, le policier. On est en train de construire une belle offre, sur le policier, polar, thriller, puisqu'on a une quarantaine de titres issus de ce genre-là. D'ailleurs, restez connectés, un article arrive sur le sujet. Et puis, il y a aussi l'actualité qui va jouer sur les titres qu'on va demander aux éditeurs, enfin dont on va demander les droits. Par exemple, là, on a un titre qui est sorti de chez La Martinière, sur l'information et la désinformation. C'est vraiment un sujet d'actualité qu'on avait à cœur de traiter et qui, pour le coup, en plus, est utile vraiment pour des âges assez larges, puisqu'en plus, c'est un sujet qui est étudié en cours maintenant. Donc voilà, il y a aussi des titres qui font un petit peu double usage. Hem Et puis, voilà, tout simplement. C'est J'espère que ça répond à la question. Non, mais oui, 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 c'est déjà pas mal et effectivement, il y a cet enjeu d'avoir un catalogue qui soit équilibré et qui réponde aux différents besoins, à la fois, très scolaires et à la fois, lecture plaisir. Et donc tu Ouais. parlais des genres à privilégier et je pense que Muriel justement, vous parliez des polars, notamment pour les 12 ans et plus. Est-ce que, globalement, il y a des genres justement que vous privilégiez, pour la collection par rapport à ce qui plaît le plus, aux lecteurs? Bah, en fait, pas pour les 8-12 ans, on est assez large parce que le but, c'est d'avoir une offre, très la plus large possible pour que
tous les enfants puissent trouver un peu leur bonheur dans notre collection. Donc ceux qui aiment bien le fantastique, il y a du fantastique, ceux qui aiment bien le réalisme, il y a du réalisme, de l'humour, du policier, enfin, il y a un petit peu de tout. Ça, c'est un peu aussi à l'image de notre catalogue, on essaie de proposer un grand choix de textes, en particulier pour les 8-12 ans. Après, sur les 12+, on se dit que c'est encore plus difficile de faire venir à la lecture des 12 ans, des plus qui ont pu s'éloigner pendant quelques temps. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment mis le thriller et le polar en avant là, pour cette tranche d'âge, parce que vraiment, le polar, le thriller, c'est vraiment des genres qui donnent envie de lire. On a envie de savoir la suite, on a envie de savoir qui est le coupable, qui a tué. C'est vraiment un ressort de lecture qui fonctionne bien. Donc, c'est pour ça qu'on a spécialisé un peu le 12 ans et plus sur le polar, le thriller. Il y a pas mal de textes réalistes, il y a quelques textes, il y a un peu fantastique, dystopie, SF, mais il y en a pas tant que ça, mais c'est beaucoup de textes de polar réalistes. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a réfléchi, même si oui, les enfants actuels, on pourrait dire que peut-être le fantastique est un genre un peu prédominant actuellement, mais voilà, vraiment sur les 8-12, on avait envie aussi, c'est quand même un âge où les lecteurs, ils se cherchent, ils savent pas forcément s'ils aiment, s'ils sont plus réalisme, imaginaire, tout ça. Donc on a laissé beaucoup de latitude avec une offre large. Et puis après, moi, je sais pas, dans un autre webinaire, on m'avait dit, vous devrez faire de la romance. Bon, c'est vrai peut-être, mais voilà, pour l'instant, on l'a pas fait parce qu'il faut. On essaie aussi d'avoir vraiment des auteurs très expérimentés, de très bons auteurs. La romance, c'est un genre qui est intéressant, hein, mais bon, c'est pas tout à fait. La romance, c'est très codé, c'est pas forcément. Voilà, donc je sais pas. Il faudrait trouver les bons auteurs pour faire des auteurs expérimentés qui puissent faire de la romance en respectant les codes de la romance, etc. C'est pas. En fait, ça ne matche pas forcément parce que les auteurs de romance, souvent, c'est des auteurs qui sont plutôt jeunes et pas forcément, voilà, tout à fait dans Peut-être pas dans votre ligne éditoriale habituelle. Pour l'instant, non. Bon, après, voilà, on n'est pas fermé, pourquoi pas, mais c'est vrai que, bon. Et puis, tout de suite, la romance, ça serait vraiment orienté aussi vers un public très féminin. Ouais. Et ça, nous, c'était pas trop l'objet de la collection, parce que de toute façon, la collection, c'était justement d'être très mixte. On sait que la plupart des lecteurs, il y a beaucoup de lecteurs garçons qui s'éloignent de la lecture et qui s'éloignent, qui s'en approchent même pas. Donc, du coup, remettre encore du féminin dans cette collection, c'est quand même la lecture des garçons, c'est un peu au cœur du sujet sur la lecture. Et donc, remettre encore, dire encore de la romance, ouais, peut-être ça se vendrait, mais moi j'aime bien aussi que voilà, cette collection elle soit très mixte, qu'on dise que c'est pour tout le monde et que les garçons ils soient voilà, on ne dise pas tiens voilà c'est de la romance. Encore une fois, c'est le lecteur étant généralement une lectrice. Je pense que c'est bien aussi d'avoir une collection mixte et pas avec pas trop de titres trop ciblés filles. Donc voilà, c'est un peu l'idée de cette collection. Alors, je excusez-moi qui fait un petit écho. Je vais me permettre de le couper. Pardon. Hop là. Très bien, merci Muriel. Donc effectivement, donc là on était plutôt sur le contenu, mais bon, comme on a parlé aussi de l'aspect coulisses des livres adaptés dans l'intitulé du webinaire, Muriel nous avait un peu montré justement comment sont conçus les livres et les allers-retours qui sont faits avec les différents acteurs. Est-ce que Manon ou Laure, vous pouvez nous montrer un petit peu justement comment sont préparés les livres Frog, qui est une question qu'on nous pose parfois sur ce travail-là de préparation, peut-être nous montrer quelques étapes de l'adaptation rapidement et peut-être celles qui prennent le plus de temps, celles qui sont les plus importantes. Oui. Je cherche Laure dans le
Je sais Voilà, pas. c'est bon, Voilà, je suis là. je te vois. C'est de vous présenter les quelques étapes de la chaîne de production, mais surtout, en fait, l'outil que nous avons fait développer, pour, justement, permettre l'orchestration de cette préparation. Vraiment en grande, synthèse, la préparation consiste à, une fois qu'on a négocié les droits et cetera, et récupérer les sources de l'éditeur, d'analyser le titre, y voir ses spécificités, donner un certain nombre de consignes et voir comment on va traiter le livre, préparer éventuellement le texte pour ensuite l'intégrer dans notre outil, notre plateforme de production, qui est justement celle qui a été développée, en interne. Sachant que, dans notre logique qui était, comment, ouvrir, multiplier le nombre de livres accessibles, l'idée c'était justement d'automatiser le maximum possible cette production. Et donc on a développé un certain nombre de scripts pour, faire des traitements, sur le texte, sans intervention humaine. Donc ça a été notamment le cas pour, le découpage en rèse, donc les unités de sens où, à l'import dans la plateforme, un script se tourne pour pouvoir, découper le texte. Il y a également, tout ce qui est coloration syllabique, et phonémique ce sont des règles qui s'appliquent, en amont. Et puis après, intervention humaine dans la plateforme, c'est justement pour, soit corriger ce qui a été fait, soit faire des compléments d'enrichissement, hem, pour le corriger et nourrir finalement ça. Et une fois que c'est fait, on a parlé de la préparation, il y aura le travail de narration voix humaine. Un narrateur va sur la plateforme faire sa lecture. Correction, quelqu'un qui va faire ce qu'on appelle le prooflissing, l'écoute et puis, apporter des remarques et cetera. Le narrateur revient, se recorrige et cetera. Et donc pour vous illustrer tout ça, je vais partager mon écran pour vous montrer l'outil rapidement. Est-ce que c'est assez visible? Donc là, on a Oui, le on voit bien. texte, importé, alors découpé déjà en pages, hein, donc là je vous montre pas, tout le processus et en fait, en bas d'écran, je ne sais pas si vous voyez, il y a la possibilité de voir le même texte, mais dans des logiques différentes. Donc, je vous ai dit qu'il y avait un script qui allait découper en unités de sens. Eh bien, là, le préparateur va pouvoir, voir, relire ce découpage-là et apporter un certain nombre de corrections, avec des clics de droite souris et se positionner et scinder. Il peut également, dans une, vue de mise en page, corriger, justement la qualification automatique qui s'est faite de ça c'est du dialogue ou ça c'est du texte, mais apporter peut-être, sur un paragraphe particulier, une information sur lequel il va falloir faire une mise en page un peu particulière. Donc il va à cet endroit-là, faire les corrections. Il y a la possibilité de voir le texte, lire le texte et poser, décider de poser des définitions. Donc sur certains mots, on souligne et on va ajouter une définition et un pop-up permet ici, à ce moment-là, de rédiger la définition et de l'associer, au mot. Et puis, je vous avais parlé d'un script qui se faisait automatiquement, c'est la coloration syllabique. Donc ils sont à l'import. Il y a la possibilité à ce moment-là de corriger et notamment, par rapport à un certain nombre de règles, des mots étrangers, il faut apporter quelques corrections, et vérifier que c'est pas donc il y a la coloration syllabique et la coloration, phonémique. Et donc voilà, avec ces différentes vues, on va pouvoir se focaliser sur une problématique bien particulière et pour pas avoir à tout traiter en même temps parce qu'on est vraiment sur des logiques, très différentes. Ce travail-là, je vous ai dit, c'était de la préparation et ensuite, le un autre profil intervient qui est une fois qu'on a validé finalement toute cette préparation eh bien, le narrateur va pouvoir, lire le texte et les définitions. Il va, dans cette même plateforme, il s'est connecté avec un profil particulier. Il va, délimiter le périmètre qu'il va lire et vous voyez ici, il y a un petit micro, il va enclencher et narrer, en respectant le découpage en unités de sens pour que ce soit fluide et correct puisque, dans le livre, vous avez vu tout à l'heure qu'il y a cette logique un peu de karaoké où, le suivi audio permet d'éclairer au fur et à mesure, la ce qui est lu. Et
l'outil intègre également un script qui fait qu'à chaque fois qu'il se connecte, enfin qu'il narre et qu'il enregistre, la synchronisation entre la voix et le texte se fait. Et donc, une fois que tout est narré, un correcteur va se connecter et va faire l'écoute et passer en revue comme ça en vérifiant que, à la fois le texte est correctement lu, qu'il y a pas d'erreur, pas de coquille, qu'il y a pas d'oubli, que les prononciations sont correctes, et que les restes sont respectés. Et si les restes sont pas respectés parce que le script a mal fonctionné, eh bien, il peut corriger manuellement. Voilà, donc je vais pas plus loin sur la présentation de l'outil et de la plateforme, mais donc voilà, c'est un outil qui centralise finalement toute l'intervention des différents acteurs. Très bien. Mais ça nous donne déjà un bel aperçu de toutes les interventions différentes qui sont nécessaires et à la fois du chemin, de comment le chemin de préparation est balisé pour les différentes personnes qui vont intervenir dessus. Merci Laure. Alors le temps passe. Je vais peut-être poser une dernière question avant de laisser les personnes aussi de l'assistance poser les leurs. Mais alors, quels sont globalement les retours des professionnels sur le fait d'avoir ces collections à disposition? Peut-être Muriel, justement, pour les collections Flash Fiction, quels sont les retours que vous avez des publics? Oui, alors bon, faudrait peut-être poser des questions à l'assistante si ils connaissent la collection, hein, ça serait peut-être plus, comment dire, naturel. Après, nous, on a beaucoup de retours, je peux en partager là quelques-uns de parents, de bibliothécaires, qui nous disent, voilà, que cette collection, elle est maintenant assez connue en bibliothèque, hein. C'est une collection finalement qu'on peut trouver en librairie, mais c'est les libraires, c'est pas forcément les lecteurs qui ont des difficultés, ils viennent pas forcément en librairie, ils ont un peu peur de rentrer dans une librairie. En revanche, en CDI, on la voit beaucoup et on la voit beaucoup en bibliothèque. Et donc, ben voilà, des petites choses voilà, de parents, des retours qu'on a eu là, enfin voilà, très spontanés, qui nous font plaisir, où on me dit, voilà, je suis à la maman d'un enfant, et là, il a réussi à lire ce livre, ça lui a donné confiance, il en a lu d'autres, etc. Voilà, c'est juste quelques exemples, hein, mais on a beaucoup de retours dans ce sens, et ça fait extrêmement plaisir parce que ça prouve que notre collection est utile et voilà, les prescripteurs aussi nous en parlent souvent, les bibliothèques, les professeurs documentalistes. D'ailleurs, j'en profite, s'il y a des bibliothécaires, on fait souvent des interventions justement, bon, il ne faut pas devant 2 personnes, mais peut-être en webinaire comme ça ou ou en présentiel avec, donc s'il y a un peu un public, avec notre orthophoniste, et pour expliquer ce que ce sont des troubles dyslexiques, etc. Tout le monde n'est pas au courant, hein, on ne se connaît pas, enfin, même moi en écoutant l'orthophoniste, j'apprends toujours des nouvelles choses. Donc voilà, on a des petites formations un peu clés en main pour parler du travail, enfin de la dyslexie et du travail qu'on a fait sur cette collection. Donc si jamais ça peut vous intéresser pour votre réseau, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Super. Et oui, en gros, la plupart du temps, les retours qu'on a, ce sont des retours très positifs. Les auteurs aussi. Ce qu'on voit aussi, c'est que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la collection, en fait, elle était un peu snobée par les prix littéraires, par tout un tas d'acteurs aussi, donc, qui disaient ah oui, c'était une collection un petit peu à part. Et en fait, maintenant, on la voit de plus en plus. Les ouvrages sont sélectionnés dans les prix. Parce que on s'aperçoit, là, les études sur la lecture, les statistiques sont assez affolantes. Donc, les personnes qui sont en contact avec le public, hein, ils se rendent bien compte, les professeurs documentalistes, tout ça, qu'il y a un souci pour faire lire des enfants qui ont du mal à lire et que c'est très important. Donc,
toute chose est intéressante, faut essayer. Donc voilà, donc ça, on voit maintenant que cette collection, elle apparaît dans des prix littéraires, elle est sélectionnée par les prescripteurs. Ça me fait aussi plaisir parce que ça lui donne aussi une autre légitimité, en fait. C'est pas juste la collection pour ceux qui ont du mal à lire. C'est une collection qui, peu à peu, elle peut aussi, on l'a vu, parce qu'il y a toujours en bibliothèque beaucoup la question de l'interclassement, où on les met, enfin, est-ce qu'on les interclasse, est-ce qu'on les met à part, etc. Enfin, bon, ça, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, parfois, des lecteurs qui n'ont pas du tout de difficulté, qui lisent beaucoup, ils peuvent s'emparer d'un de ces titres, le lire, et prendre aussi du plaisir, parce qu'avant tout, ce sont des très bons textes. Donc, c'est ça le cœur de ce qu'on essaye de proposer. Donc voilà, ça permet aussi, ce sont des bons textes pour tous, et en particulier pour les enfants qui ont ces difficultés. C'est très intéressant comme retour, et je rebondis effectivement sur cette formulation-là. Nous aussi, parfois, quand on présente Sondo et Bibliodyssée, on présente à la fois tout l'aspect des outils qui sont proposés et quelque part les aspects techniques et la question des publics précis auxquels ça peut... que ça va pouvoir aider, mais de temps en temps, ça fait du bien de se recentrer sur le fait que c'est aussi une sélection large de livres qui donne l'opportunité à des jeunes lecteurs d'aller trouver des textes qui vont les intéresser, et que parfois ça fait du bien de parler aussi des contenus et des histoires, et de pas se focaliser que sur justement l'adaptation finalement, qui est pourtant le cœur de cette rencontre ce soir, mais finalement l'adaptation, elle permet de rendre accessible le texte, mais le cœur du sujet, ça reste d'avoir des histoires intéressantes et d'avoir l'opportunité d'y accéder et de rentrer dans les histoires. C'est même un public qui est plus exigeant, en quelque sorte, parce que les gros lecteurs, ils savent qu'ils vont pouvoir passer 50 pages où il ne se passera pas grand-chose avant que l'intrigue commence, mais ce public-là, il ne va pas attendre 50 pages. Et si le texte est trop difficile, c'est trop décalé, c'est trop ennuyeux, si le texte ne le motive pas, ça va être compliqué. Donc, il faut des histoires encore plus fortes, meilleures, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut des histoires qui soient très, très prenantes, très engageantes et de très bons textes. En tout cas, nous, c'est comme ça. Nous, on est éditeurs de fiction, c'est pour ça qu'on a réfléchi comme ça. Je pense que d'autres éditeurs vont réfléchir différemment. L'approche de Sondo, elle est différente aussi, parce qu'on part de textes existants et qu'on adapte. Mais en tout cas, voilà, les éditeurs qui viennent du scolaire, ils ont eu tendance à proposer des adaptations très scolaires, en découpant, mettant des petits signes pour savoir s'il fallait prononcer les lettres ou pas. Nous, c'est pas du tout notre approche, parce que nous, on est un éditeur de fiction. Donc, on veut, c'est que proposer des bons textes, des bonnes aventures, des textes qui vont plaire aux enfants. Nous, on s'est beaucoup focalisé sur le contenu, et après, il y avait la forme aussi, mais voilà, le contenu, c'est au cœur de notre proposition. Merci. Et peut-être un mot, nous, pour l'impact sur, qui nous est partagé. Effectivement, comme vous le disiez, Muriel, s'il y a des personnes dans le chat qui veulent témoigner de l'utilisation qu'ils ont pu avoir, soit de la collection Flash Fiction, soit aussi de Sondo Bibliodyssée avec leur public, on est preneur de vos témoignages. Après, nous, ce qui revient beaucoup, c'est le fait de pouvoir proposer du choix de lecture aux élèves, de permettre à des élèves qui vraiment n'arrivent pas à accéder au texte, de pouvoir y accéder, et donc avoir l'opportunité de rentrer dans l'histoire et d'y prendre plaisir. Et finalement, les retours qui nous font le plus plaisir, c'est justement tout ce qui va être de nous dire qu'il y a des élèves qui n'étaient pas lecteurs sont devenus lecteurs et ont eu derrière plus envie d'aller lire, et envie d'aller lire pas que sur du numérique, mais aussi sur d'autres formats. Et donc c'est là où il y a aussi de la complémentarité, en tout cas on pense sur les différents types de formats qui peuvent être proposés sur du numérique, de l'audio, du papier, et de toute façon essayer d'encourager la lecture pour qu'après on puisse aller trouver son bonheur dans encore d'autres histoires. Eh bien, écoutez, s'il y a des questions dans le public, on a encore presque pas débordé. On est preneur de vos remarques ou de vos interrogations suite aux échanges qu'on a pu avoir.
Je vois juste une petite question, est-ce que les documents sont les mêmes dans Sondo et dans Bibliodyssée? En tout cas, les adaptations proposées sur les contenus sont les mêmes, c'est le même format. En revanche, sur Sondo, on va avoir un focus qui va être sur le scolaire et donc sur les titres typiques de prescription et aussi sur la lecture plaisir, là où dans Bibliodyssée, on va se focaliser sur la lecture plaisir, puisqu'on est sur plutôt un accès justement bibliothèque et lecture grand public. Voilà, si ça répond à votre question. Et donc, petit retour sur le fait que Bibliodyssée, donc super, mais donc nécessité de montrer la tablette, de montrer à quoi ça ressemble, ressource encore méconnue, et d'où l'importance de la médiation. Effectivement, là-dessus, c'est l'enjeu de pouvoir montrer pour pouvoir se projeter aussi dans l'utilisation, et qui, cela dit, recoupe une petite remarque que vous avez eue, Muriel, tout à l'heure, sur l'enjeu de où ranger les titres dans les bibliothèques et dans les CDI, qui finalement paraît un détail, mais qui en est pas tellement un, puisque c'est vrai qu'en fonction de là où on range les livres, on oriente aussi qui va être en mesure de les trouver. Et c'est vrai que ça fait partie, nous, des discussions qu'on a pour Bibliodyssée et un petit peu pour Sondo aussi, de à quels endroits on peut les mettre en avant, alors encore plus avec le numérique qui par définition n'est pas palpable, mais en tout cas, où est-ce qu'on va pouvoir le mettre en avant pour que les personnes qui sont susceptibles d'en bénéficier les trouvent. Donc je pense que pour les livres papier, il y a ce même enjeu de est-ce que ça va être rangé dans les polars, est-ce que ça va être rangé dans la jeunesse, est-ce que ça va être rangé dans une sélection pour les livres adaptés, mais qui peut être stigmatisante pour certains. Donc c'est à la fois bien parce qu'ils peuvent les trouver, et à la fois peut-être certains vont pas vouloir y aller. Donc c'est un enjeu aussi. Je peux répondre un petit peu parce que j'ai l'impression que ça a évolué en fait depuis le démarrage de la collection. Quand on va dans les médiathèques ou autres, on pose beaucoup cette question-là, et c'est vrai que voilà, au début il y avait pas mal de questionnements. Je pense qu'il y a eu des expérimentations qui ont été faites. Ce qu'on a vu quand même dans les médiathèques, c'est important. Généralement, ils ont un secteur. Ça peut s'appeler plein de façons différentes, lire autrement ou quoi, qui va regrouper ces ouvrages. Et en fait, parce que finalement, ils ont l'expérience montre que c'est quand même bien pour les enfants ou leurs parents de savoir où sont ces livres. Donc effectivement, c'est un peu cette idée de voilà, est-ce que ça va être stigmatisant ou pas, parce qu'il y avait des bibliothécaires par exemple qui les interclassaient, mais il y avait une petite pastille qui pouvait dire voilà, livre. Je sais pas, il y avait tout un tas d'une signalétique, et les enfants les repéraient effectivement comme ça, et donc ça pouvait aussi amener d'autres enfants qui n'avaient pas de problème de lecture, mais à les emprunter aussi, mais parce qu'ils aimaient l'auteur ou autre. Mais en fait, finalement, quand même, à l'épreuve du terrain, il semblerait quand même que de pouvoir les mettre dans un endroit repérable, ça soit quand même plus simple, et que du coup, les parents ou les enfants savent où aller. Donc, quand ils en ont lu un, ils ont fait ça, ils savent où retourner le chercher, parce que voilà, c'est quand même un tout petit peu plus facile quand ils sont. J'ai l'impression que cette question du placement était un petit peu tranchée en faveur d'un endroit spécifique où les trouver. En tout cas, peut-être que je ne sais pas, je ne suis pas dans toutes les bibliothèques. Non, mais je sais pas, parce que sur les CDI, c'est un peu différent, mais ça va y avoir peut-être quand même des mises en avant particulières qui vont être faites. Donc, je pense que le fait de les faire ressortir, c'est utile parce que de toute façon, pareil, c'est des enfants qui vont pas passer 50 ans, ils connaissent pas bien, ils savent pas trop chercher des livres. Donc, il faut encore une fois leur mettre à disposition, leur apporter un peu, leur mettre sous le nez pour qu'ils se disent ah oui, ça c'est pour moi peut-être. Voilà, c'est beaucoup aussi dans la discussion avec eux. Mais je pense en bibliothèque, en tout cas, tout ce que j'ai vu, il y a maintenant un petit peu des rayons spécifiques qui peuvent être utiles pour les trouver. Oui. On en revient en tout cas à l'enjeu finalement premier de la facilité d'accès et du fait de pouvoir être trouvé facilement ce dont on a besoin, et donc ces collections-là. Comme dit Élise, le mieux ce serait de les avoir dans les deux cas, à la fois interclassés et à la fois dans un endroit spécifique. C'est vrai, ça peut être d'avoir en plusieurs exemplaires, ou d'utiliser aussi des jaquettes fantômes. Nous, c'est des choses dont on parle parfois, même justement pour matérialiser des livres numériques, d'avoir des jaquettes fantômes. Donc après tout, il peut y avoir un doublon pour
pour qu'après on puisse le trouver aux deux endroits. Très bien, merci. Et donc, je fais une petite remarque effectivement sur le fait qu'en médiathèque, on pourrait aussi faire la médiation pour les livres prescrits ou à lire pour le bac. Écoutez, on en prend note pour l'évolution aussi du catalogue Bibliodyssée, si c'est quelque chose qui peut être utile aussi en bibliothèque. Vous avez raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour notre panel d'intervenantes dans le public sur les différents aspects qui ont été évoqués, aussi bien technique que contenu des livres? Je n'en vois pas d'autres pour l'instant. Qui sont les lecteurs pour l'audio? Je vais peut-être répondre. Vas-y. Pour l'audio, donc pour nos livres Frog, comme le disait tout à l'heure Laure et Estelle aussi, on n'a donc que des humains derrière nos livres, et ce sont très souvent des comédiens ou comédiennes, chanteurs, chanteuses, puisque il y a quand même une appétence pour la modulation de la voix, pour porter sa voix, pour articuler, aussi avoir un bon setup, un bon micro et savoir s'en servir, parce que mine de rien, c'est quelque chose. On a Alexandra, je ne sais pas si elle est encore là, mais qui est là dans le webinaire et qui est l'une de nos narratrices. Je crois que j'ai vu Rachel aussi. Si jamais vous avez... Oui, c'est bon, tu es là. Si vous avez envie de mettre un petit mot dans le chat, n'hésitez pas. Mais les profils, j'allais dire standards, c'est vraiment comédien, comédienne, chanteur, chanteuse, mais ça peut aussi être des personnes qui ont une très bonne élocution et qui sont passionnées par la lecture, par la littérature ou par la problématique 10, et là je pense aussi à Rachel, et qui ont envie de contribuer à notre mission qui est de donner le pouvoir de lire à tous. Donc on fait pas mal de tests audio avant de narrer vraiment le livre pour poser sa voix, pour voir si la voix convient, la prononciation, la prosodie, voilà, pour valider tout ça. Il y a eu des personnes avec qui malheureusement on n'a pas pu continuer parce que ce n'était vraiment pas adapté à ce qu'on propose, puisqu'on propose des narrations. On essaie de les faire un peu moins neutres, mais on ne veut pas qu'elles soient non plus surjouées. Donc faut trouver le bon équilibre dans tout ça. Et voilà. Et pour aller encore plus dans le détail et pour préciser, on travaille donc avec des narrateurs et narratrices freelance, à qui on confie des missions de temps en temps. Voilà. Merci Manon. Et je précise quand même que donc on va, la plupart des livres, je ne sais pas d'ailleurs le pourcentage, on va les enregistrer nous-mêmes, mais il arrive aussi lorsque l'audio du livre qu'on souhaite adapter existe déjà chez un éditeur de livres audio, qu'on récupère la version audio que l'éditeur de livres audio a déjà produit pour la mettre sur nos livres avec en mettant en synchronisation le texte et l'audio. Mais ça c'est aussi quelque chose qui arrive. J'ai vu une question sur les publics plus âgés qui pourraient être intéressés, mais je ne sais pas exactement à qui il s'adressait, si vous avez la possibilité de le préciser. Ah, c'est peut-être justement pour les publics adultes qui ont besoin de contenu aussi. Là-dessus, nous, en tout cas, sur les adaptations des livres, on va depuis des livres qui sont pour les apprenants lecteurs autour de 6 ans et jusqu'à de la littérature jeune adulte qui n'a pas vraiment d'âge à partir de laquelle on ne peut plus la consommer. Enfin, en tout cas, il y a des titres que je ne sais pas toujours qualifier, mais qui finalement peuvent très bien fonctionner pour un lycéen, mais peuvent fonctionner aussi pour des publics adultes. Et donc ça, c'est des livres qu'on intègre notamment à la collection Bibliodyssée pour que des publics adultes qui peuvent être un peu plus en difficulté avec la lecture puissent aussi trouver des choses intéressantes pour eux. C'est pas le cœur de notre cible, mais il y a quand même un certain nombre de titres maintenant qui peuvent être intéressants pour les publics adultes aussi. J'avais une petite anecdote justement à ce propos. On avait eu un témoignage d'un lecteur en bibliothèque, un adulte qui recherchait finalement des ouvrages pour son enfant.
Candice, et qui finalement a trouvé dans la bibliothèque du lycée des livres qui souhaitait lire, et lui-même finalement a pratiqué sa lecture à travers les livres. Donc c'était assez étonnant de redirection. Juste petite précision, c'est que nous on intègre de l'audio, mais ça reste de l'audio associé à l'écrit. Et donc, on n'utilise pas les livres en format Frog comme des livres audio, puisque finalement, à chaque tournée de page, il faut à chaque fois réenclencher l'audio. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est une démarche où on apporte de l'audio, mais dans une logique de un audio qui est soutenant et qui accompagne l'écrit pour être vraiment dans cette démarche d'aide à la lecture et de proximité avec la lecture. Merci. Et ce que tu viens de dire d'ailleurs, de partager sur comment dire, un parent qui a découvert la plateforme avec son enfant, ça me fait aussi penser à un type de public dont on n'a pas parlé, qui sont aussi en difficulté avec la lecture de fait, ça va être les publics allophones. Et nous, on a de plus en plus de retours d'utilisateurs de nos ressources Sondo et Bibliodyssée, qui justement sont des élèves qui sont en dispositif UPE2A, donc qui justement sont des élèves allophones. Et parmi des retours d'utilisation qu'on a pu avoir, même dans le premier degré, donc en école primaire, ça va être des enfants qui ont pu lire à la maison avec Sondo par exemple, et où finalement leurs parents, qui eux non plus ne sont pas très à l'aise avec le français, ont pu lire l'histoire avec eux. Donc en l'occurrence, c'est pas forcément un livre adapté à leur âge, mais en tout cas c'est une expérience de lecture qui inclut aussi des parents qui eux aussi, pour d'autres raisons finalement, sont en difficulté avec le texte. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, mais en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé. On a déjà un petit peu débordé, donc je veux pas déborder plus, mais je remercie les intervenantes, et merci Muriel aussi, voilà, de vous être jointe à nous pour cette table ronde. Et donc merci à tout le monde qui s'est connecté ce soir. Effectivement, donc le replay sera mis en ligne peut-être pas dès demain, mais en tout cas la semaine prochaine, et donc on l'enverra à toutes les personnes qui étaient inscrites. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Si vous avez un mot de la fin, Muriel, Laure, Manon. Merci à tout le monde, et si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à demander mon mail ou le mail, notre mail à l'équipe de Mobidiss, ils vous le transmettront. Et puis sinon, allez sur notre site, vous trouverez, il y a une adresse générique, n'hésitez pas à nous écrire, on lit tous les mails qu'on reçoit. Merci à toutes et tous. Merci. Merci, et merci Muriel d'avoir... Merci à vous. Merci pour votre invitation, surtout merci, c'est très agréable. Et moi, je voulais juste dire un dernier merci, justement aux personnes qui contribuent à la production des livres Frog, les préparateurs et préparatrices, narrateurs, narratrices, et maquettistes aussi. Voilà, je voulais juste profiter pour vous dire un grand merci, parce que vous contribuez très largement à ce que la lecture soit disponible pour tous. Voilà. Merci Manon de le repréciser, c'est vrai que c'est tout un travail de l'ombre finalement, et c'était en partie l'objectif aussi ce soir, de pouvoir mettre en valeur tout le travail qui a lieu en amont et les personnes qui sont impliquées dedans. C'est ça. Voilà. Très bien. Eh bien écoutez, je vais arrêter l'enregistrement, et donc il nous reste à vous souhaiter une très bonne soirée à tous.